Je rentrais chez moi quand j'ai trouvé une petite fille couverte de bleu. La police pensait que c'était son père. Cette nuit-là, la police était certaine qu'un père battait sa fille. Moi, j'étais certaine qu'il était la seule chance qui lui restait. Tout a commencé de manière beaucoup moins dramatique. 3 heures du matin, l'odeur du bacon frit imprégnée dans ma peau, et mon seul vrai souhait dans la vie, rentrer chez moi, et m'écrouler sur mon oreiller. Je m'appelle Mia, j'ai 31 ans, et je suis serveuse dans un resto ouvert 24h24, à la lisière d'Oak Ridge. Oui, j'ai un diplôme en psychologie de l'enfant. Et oui, je travaille là où les gens pensent que, resservir le café, est un trait de personnalité. C'est l'Amérique, chérie. Les rêves sont financés par des prêts étudiants, et des doubles services. J'avais déjà tourné dans l'allée, entre le lave-auto et un vieux bâtiment en briques, quand j'ai entendu quelqu'un renifler. Honnêtement, ma première pensée a été, s'il vous plaît, pas encore un étudiant bourré. J'étais déjà mentalement en train de passer en mode, voix calme, et je m'apprêtais à appeler un Uber et une ambulance, quand, à la faible lueur du réverbère, j'ai vu que ce n'était pas un étudiant. C'était une enfant. Une petite fille, peut-être 5 ou 6 ans. Un sweat à capuche rose, les cheveux lâchés, les bras entourant ses genoux, me fixant avec des yeux d'animal terrifié. Des baskets propres, des vêtements décents, et absolument seul. Et je me suis accroupi, en essayant de ne pas ressembler à une kidnappeuse. Salut. Tu es perdu? Elle a tressailli, a voûté les épaules, et s'est enveloppée encore plus fort. Pas un mot. Juste sa respiration. Beaucoup trop rapide, pour un corps si petit. Quelque part, au plus profond de moi, un déclic s'est produit, et pas de la bonne manière. Ce froid familier dans la poitrine, quand on est petit, que sa mère alcoolique hurle derrière la porte, et qu'on essaie de respirer si doucement qu'elle oublie que l'on existe. C'est la blague cosmique. Les gens qui voulaient le plus être invisibles, quand ils étaient enfants, grandissent et se précipitent vers des métiers du genre « laissez-moi aider tout le monde ». Certains deviennent médecins, d'autres travailleurs sociaux. Moi, j'ai choisi la thérapie. Sur le papier. En réalité, je me tenais dans une allée, avec l'enfant d'un inconnu, qui sentait la peur et l'asphalte. Écoute, il fait frais ici, ai-je dit, d'un ton plus pragmatique. Si on commençait par se lever? Mon resto est juste au coin de la rue. C'est éclairé, c'est chauffé, et ils ont du chocolat chaud. Je ne te toucherai pas, si tu ne le veux pas, d'accord? Rien. Ses doigts ont juste blanchi sur son sweat. J'ai scanné les environs, par automatisme. Vide. Pas d'adulte. Pas de voiture. Les fenêtres étaient sombres. Ce moment spécial où l'on réalise que, oui, c'est nous l'adulte, et qu'on doit soit intervenir, soit passer le reste de sa vie à se refaire le film du moment où l'on est parti. J'ai soupiré, et j'ai sorti mon téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'était Tessa. T c'est mon amie, et c'est l'adulte officiel, dans le monde des adultes. Elle est travailleuse sociale clinicienne agréée, pour les services locaux de protection de l'enfance. En d'autres termes, c'est la personne qui voit ce genre d'enfant tous les jours, et ce genre de mère, comme la mienne. Mia. Sa voix semblait ensommeillée, mais du genre de sommeil qui peut s'évanouir en une demi-seconde. Tu sais quelle heure il est? 3h07. Écoute, j'ai trouvé une gamine dans une allée. Une petite fille, peut-être 5 ans. Seule. Terrifiée. Elle ne parle pas. Le silence au bout du fil est devenu glacial. Tu as déjà appelé le 911? Je t'ai appelé toi d'abord, ai-je avoué, en réalisant à quel point c'était stupide en le disant. Elle est assise par terre. Elle tremble. Je ne veux pas la laisser seule. Mia. Tessa prit le ton qu'elle utilise pour les fonctionnaires particulièrement têtus. En ce moment, tu es partagé entre ton traumatisme d'enfance et le code pénal. Emmène cette gamine dans un endroit éclairé, reste avec elle, et appelle le 911. Dis-leur que tu acceptes d'être une personne de soutien, jusqu'à ce que les services sociaux arrivent. Je vais réveiller notre travailleur social de garde, et probablement un inspecteur. Et Mia, ne disparaît pas avant qu'il n'arrive. Je ne suis pas du genre à disparaître, ai-je marmonné. Tu le sais. C'est exactement pour ça que je t'aime. Appelle le 911.
Elle a raccroché. Parfait. J'ai raccroché moi aussi, abandonnant tout espoir de simplement m'occuper de mes affaires. J'ai regardé la petite. Bon, ma puce, je vais faire quelque chose de très bruyant et de très officiel, ai-je dit en levant mon téléphone. Mais je serai là. Je ne m'en vais pas, d'accord? Elle n'a pas répondu, mais quand j'ai tendu lentement la main, après une longue hésitation, elle s'est levée. Très prudemment, comme si le moindre mouvement risquait de tout faire exploser. Nous avons atteint le coin de la rue. Le néon du Sunrise Diner brillait au-dessus d'un parking vide. À travers la vitre, je voyais notre cuisinier, Marco, frotter le grill, et Olivia, l'autre serveuse, tapoter énergiquement sur le pot à pourboire. J'ai installé la petite dans le box du fond, celui que l'on garde pour les ruptures, et les gens qui pleurent au téléphone. J'ai appelé le 911, et j'ai déroulé la liste, localisation, âge approximatif, seul, ne parle pas, semble terrifié, bleu possible. Le répartiteur a confirmé l'adresse, m'a demandé de ne pas partir, et de ne pas harceler la petite de questions sur sa maison ou ses parents. C'était presque drôle. On connaît tous l'expression « approche sensible au traumatisme » grâce à TikTok, mais on oublie immédiatement que les enfants n'ont pas besoin d'un interrogatoire complet, de la part de chaque adulte présent. Je vais te chercher un chocolat chaud, ai-je dit à la petite. Même si tu n'aimes pas ça, je t'en apporte quand même. Elle a fait un signe de tête minuscule, presque invisible. Olivia a haussé un sourcil en nous voyant. C'est qui? Le Père Noël s'est trompé d'adresse, ai-je dit entre mes dents. J'ai appelé le 911. Les services sociaux sont prévenus. Tu peux me préparer un truc chaud et très sucré, taille enfant? Bien sûr. Olivia a jeté un coup d'œil à la petite, son visage s'adoucissant. Oh mon Dieu! Quand la petite a tendu la main vers la tasse, sa manche a glissé. Et là, je l'ai vu. Un bleu. Jaune et bleu. Comme une mauvaise aquarelle d'un continent, couvrant la moitié de son avant-bras. Ce n'était pas un bleu de chute de vélo. C'était plutôt comme si quelqu'un l'avait agrippé très fort, et cela n'avait rien à voir avec un câlin. Mon estomac s'est noué. Et, ai-je dit doucement. Je peux te donner un autre sweat? J'en ai un de rechange dans mon casier. Celui-là est un peu sale en bas. Il n'était pas si sale, mais j'avais besoin de voir le reste. Et les médecins aussi. Dans les toilettes des employés, j'ai sorti mon vieux sweat noir du resto. La petite se tenait au milieu de la pièce, figée. Je ne vais pas te toucher sans ta permission, ai-je dit, en récitant mentalement le manuel. Tu peux enlever ton sweat toi-même, et mettre celui-là. Je vais juste le poser sur le lavabo, d'accord? Elle a hoché la tête. Elle a lentement enlevé son haut. J'ai essayé très fort de respirer normalement, son ventre, ses côtes, son épaule, tout était couvert d'ombre. Différentes couleurs, différents stades de guérison. Quelqu'un de grand avait, signé, son nom sur ce petit corps. Pas avec des poings. Des paumes, une ceinture, quelque chose de large. Et je connaissais cette écriture. Ma mère s'appelait Nicole. Ses outils parentaux préférés étaient une bouteille et une ceinture. Notre caravane a brûlé quand j'avais 9 ans. Le voisin, Pete, m'a sorti par une fenêtre, alors que les camions de pompiers étaient encore en route. Nicole, elle, n'a pas réussi à sortir cette fois-là. C'est ainsi que j'ai appris que le monde peut vous blesser, et vous sauver en même temps. 2 mois plus tard, ma grand-mère paternelle est arrivée. Claudia. Elle m'a emmené à New York, voir un thérapeute, manger de la vraie nourriture, dormir dans des draps qui ne sentaient pas la cigarette. J'ai passé des années à apprendre à respirer, sans compter les pas jusqu'à la porte. Mon thérapeute disait que je ferais une excellente psychologue pour enfants. Vous les comprendrez de l'intérieur. C'est drôle à quel point il avait raison. En théorie. En pratique, je suis devenue serveuse de nuit, parce que le système où j'étais censé sauver des enfants s'est avéré être une immense plaisanterie. La petite a enfilé mon sweat. Il était un peu grand, mais c'était mieux ainsi. Cela couvrait presque tout. Parfait, ai-je dit, même si tout en moi hurlait de rage. On y va. On va bientôt recevoir la visite de personnes avec des lumières clignotantes. Les flics sont arrivés environ 10 minutes plus tard. 10 minutes, c'est une éternité quand on est un enfant effrayé. Pour une serveuse en plein service,
c'est juste le temps de 2 verres brisés, et d'une dispute avec un client pour savoir si la sauce est incluse. 2 officiers, un homme et une femme, sont entrés avec cette expression que je reconnais à des kilomètres. Ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber, mais ils sont déjà parés au pire. C'est vous qui avez appelé, a demandé la femme. Oui. J'ai fait un signe de tête vers la petite. Trouvée seule dans l'allée. Elle ne parle pas. Elle s'accroche à moi comme si j'étais le dernier objet sûr de l'univers. La petite avait déjà saisi une poignée de mon sweat. Une ambulance est en route, a dit l'officier masculin. Ils vont l'examiner. Vous pouvez venir avec elle, si elle refuse vraiment de vous lâcher. Vous devrez répondre à quelques questions au commissariat plus tard. J'adore répondre à des questions, ai-je dit d'un ton sec. J'ai même un diplôme pour ça. L'ambulance est arrivée juste après les flics. Une ambulancière aux yeux doux s'est accroupie à la hauteur de la petite. Salut, ma puce. Je m'appelle Kate. Je vais juste vérifier que tu vas bien, d'accord? Et vous êtes une amie? Elle m'a regardé. Mia, ai-je répondu. C'est moi qui l'ai trouvée. Mia peut venir avec toi si tu veux, a dit Kate à la petite. Elle peut rester juste à côté de toi. La main de la petite s'est serrée sur ma manche. C'était une réponse. Ils nous ont emmenés au service pédiatrique de l'hôpital de la ville. Quelques adultes de plus se sont joints à la fête, pédiatres, infirmières, et une femme portant un cardigan sobre mais chaleureux, une travailleuse sociale. Environ une demi-heure plus tard, une nouvelle silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte. Un type en veste, sans cravate, le visage fatigué. Un inspecteur. Inspecteur Miller. Il a sorti sa plaque. Police d'Oak Ridge. Mia, me suis-je présenté. Serveuse et animal de soutien émotionnel à temps partiel. La travailleuse sociale, Sarah, a laissé échapper un petit rire étouffé. Pas l'inspecteur. Elle n'a pas dit un mot, a-t-il demandé. Un hochement de tête, 2 soupirs, et une tentative de fusionner avec ma cage thoracique, ai-je répondu. Mais, c'est un progrès. Nous avons déjà entré ces informations dans le système des enfants disparus, a dit Sarah. Elle m'a regardé. Votre nom me dit quelque chose. Vous êtes amie avec Tessa Anderson? Si elle m'appelle encore comme ça, alors oui, ai-je répondu. Elle m'a aussi demandé de vous dire que ce n'était pas sa faute. Tessa est déjà au courant, a hoché Sarah. Elle est en route. Le médecin a terminé son examen initial, et m'a demandé de rester près de la petite pendant qu'il faisait quelques scanners et des analyses de sang. La petite, toujours sans nom sur son dossier, me tenait la main comme si j'étais la seule encre dans ce monde blanc, trop brillant et trop bruyant. Et, ai-je dit doucement quand nous avons enfin été seuls une minute. Tu connais ton nom. J'en suis sûr. Si tu me le dis, je t'appellerai par ton nom. Sinon, je vais t'appeler Rayon de Soleil, et en Amérique, ça sonne un peu bizarre parfois. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a murmuré si bas que j'ai failli ne pas l'entendre, Kristen? Salut Kristen, ai-je dit. Moi, c'est Mia. On s'est déjà rencontrés, mais tu as un peu sauté les présentations. Pendant un instant, le coin de sa bouche a tremblé. Presque un sourire. Presque. Sarah est revenue avec une feuille de papier, et une boîte de feutre. Kristen, a-t-elle dit doucement, parfois, c'est plus facile pour les enfants de dessiner que de parler. Si tu veux, tu peux dessiner ce qui t'arrive. Comment tu te sens? Ça n'a pas besoin d'être beau. Juste comme c'est. Kristen a attrapé un feutre noir. Ses mains étaient stables. D'abord, elle a dessiné une petite fille, des jambes en bâton, une tête en rond. Puis, dominant la petite, une femme énorme avec des dents crochues, et des cheveux verts. Au-dessus de sa tête, Kristen a griffonné une sorte de couronne, et a écrit avec ses lettres d'enfant maladroite, la sorcière. À côté de la sorcière, elle a dessiné un homme grand, sans visage, tenant quelque chose de noir. Plus loin, sur le côté, elle a dessiné une silhouette sur un cheval. En dessous? Papa. Je n'avais pas besoin d'être une thérapeute en exercice pour lire ça. Tu es très courageuse, ai-je dit doucement. C'est un dessin très clair. J'ai tendu le papier à Sarah. Elle a échangé un regard avec Miller.
Donc, on cherche une sorcière et son petit ami, a dit Miller d'un ton sombre. Et un papa sur un cheval. Il n'est manifestement pas dans la même catégorie que les deux premiers, ai-je fait remarquer. S'il était une menace, il serait debout à côté de la sorcière, pas en train d'arriver au galop depuis le lointain. Miller m'a regardé comme si je venais de lire dans ses pensées. Vous êtes psychologue? Sur le papier. En réalité, je porte des plateaux, et je me dispute avec les gens sur la cuisson de leur steak, ai-je répondu. Mais oui, je me souviens des bases. Il a soupiré, et s'est frotté l'arête du nez. D'accord, espérons que le papa sur un cheval existe en dehors du dessin. Environ 15 minutes plus tard, il est revenu avec une expression différente, entre la tension et le soulagement. On a un certain Ethan Cole, a-t-il dit. Il a signalé la disparition de sa fille de 6 ans, Kristen, il y a 3 heures. Garde exclusive. La mère, Margaret, a été déchue de ses droits parentaux pour abus physiques et négligence. On a les rapports, les photos, les dossiers judiciaires. Ils allaient du Texas à New York, et se sont arrêtés près d'Oak Ridge pour la nuit. Sur le parking du motel, la petite a couru après un chat, il a détourné les yeux une seconde. Vous connaissez la suite. Il est en route. J'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Vous le considérez toujours comme un suspect, ai-je demandé. Pour l'instant, oui, a admis Miller honnêtement. Tant que j'ai devant moi une gamine couverte de bleu, je ne ferme pas la liste des suspects, mais... Il a jeté un coup d'œil au dessin. Ça change l'angle d'approche. Ethan Cole est arrivé 20 minutes plus tard, grand, cheveux bruns, mal rasés, portant un t-shirt froissé. L'allure standard d'un homme qui a passé trop d'heures au volant, et dans un commissariat. Ils l'ont fait entrer par une autre porte, dans une pièce séparée. Je ne l'ai vu qu'à travers la vitre, un type faisant les 100 pas comme un animal en cage, serrant son téléphone avec un avocat en haut-parleur, pendant que l'inspecteur déroulait son scénario habituel. Kristen était dans la salle de jeu avec moi, avec son dessin, et un ours en peluche générique de l'hôpital. Sarah lui avait dit que son papa était là, mais que des gens avec des carnets devaient lui parler d'abord. Il parle toujours d'abord, a chuchoté Kristen. Et après, papa se fâche. Tu penses qu'il se fâche contre toi, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Contre eux. C'était, en fait, une bonne nouvelle. Après un moment, la porte s'est rouverte. Sarah a passé la tête. Kristen, a-t-elle dit doucement. Ton papa est là. Tu veux le voir? Elle n'a pas répondu. Elle n'en a pas eu besoin. Elle s'est propulsée hors de la pièce. Je me suis levé pour suivre. Ethan a eu juste le temps de lever les yeux avant qu'un petit missile, vêtu de mon sweat noir, ne le percute à toute allure. Elle s'est enroulée autour de lui comme si elle n'avait plus jamais l'intention de le lâcher. Il s'est figé. Puis ses bras se sont refermés sur elle, et il a enfoui son visage dans ses cheveux. Je n'aime pas trop les mots comme « abîme », mais ce qui a traversé son visage pendant une seconde y ressemblait beaucoup. Et, ma puce, a-t-il soufflé. Dieu, j'ai cru. Sa voix s'est brisée. Miller se tenait à côté, faisant semblant que ce n'était qu'un élément de plus sur sa liste de contrôle. Ça ne marchait pas. Ethan, lui a-t-il rappelé. Nous devons encore finir notre conversation. Je ferai tout ce que vous voulez, a croassé Ethan, sans lâcher la petite. Juste, s'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Kristen s'est cramponnée encore plus fort. Sarah est intervenue. D'accord, a-t-elle dit de cette voix calme et entraînée. Voici ce qu'on va faire. Ethan, vous venez avec moi et l'inspecteur Miller au bureau, et on finit. Kristen reste ici avec Mia, qui elle m'a jeté un regard officiellement une personne de soutien. Pas de placement en famille d'accueil ce soir, à moins qu'on ait une raison de vous considérer comme une menace. Demain matin, 9 h, vous venez tous les deux à mon bureau. Compris? Ethan a hoché la tête. Les doigts de Kristen s'enfonçaient dans sa chemise. Je ne m'en vais pas, lui ai-je dit. Je serai juste ici, à t'attendre pendant que tu es avec eux. Promis. Elle m'a regardé, puis son père, puis m'a regardé à nouveau. Tu viendras avec nous, a-t-elle demandé. Aussi loin que la loi me le permettra, ai-je répondu, ce qui était la seule réponse honnête.
Miller et Sarah ont emmené Ethan au bureau. Kristen est revenue dans la salle de jeu avec moi. Elle jouait un peu avec des animaux en plastique, mais restait plus près de moi que mon ombre. Environ 40 minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Cette fois, Ethan ne semblait pas aller mieux, mais il était plus calme. Ce genre de calme que les gens ont quand ils n'ont plus d'énergie émotionnelle. On a fini pour ce soir, a dit Miller. Ils rentrent chez eux. Chez eux, dans sa bouche, signifiait le motel. Ou n'importe où. Sarah a ajouté, Ethan, vous avez la garde exclusive, confirmée par le tribunal. Les services sociaux ne voient aucune raison de placer Kristen en famille d'accueil ce soir, tant que vous restez en contact, que vous coopérez, et que vous vous présentez demain. Elle s'est tournée vers moi. Et Mia. Officiellement, on ne peut rien vous obliger à faire. Officieusement, Kristen a été très claire sur le fait qu'elle se sent en sécurité avec vous. Si vous pouvez passer la nuit avec eux, cela aiderait. À ce moment-là, mon cerveau a commencé à feuilleter mon emploi du temps interne. Les gardes, les factures, la taille de mon canapé. Quelque part dans mon code moral interne, il y a une ligne écrite depuis des années, si un enfant est terrifié, on gère tout le reste plus tard. J'ai un 2 pièces, ai-je dit. Un matelas correct et un canapé IKEA qui a vu plus de drames que la plupart des thérapeutes. Je peux leur laisser mon lit. Ethan m'a regardé comme si je ne venais pas de lui offrir un logement. Mais un nouvel univers. Vous êtes sûr, a-t-il demandé. Vous ne me connaissez même pas. Je sais comment votre gamine a couru vers vous, ai-je dit. Ça suffit pour une nuit. Mon appartement est au 3e étage d'un vieil immeuble où tout grince, mais au moins, personne ne fait de fête le mercredi à 3 heures du matin. À l'intérieur, c'est le canapé d'occasion habituel, une table de cuisine bancale, et un chat nommé Tiger que j'ai sauvé sur le parking d'un supermarché. Tiger est venu nous accueillir fièrement, la queue dressée, comme s'il possédait le titre de propriété. C'est comme ça que ça a commencé, a marmonné Ethan quand Kristen, voyant le chat, a enfin lâché prise une seconde pour suivre la queue rayée. Elle a vu un énorme charroux sur le parking, et a décidé que le monde était un endroit sûr, où l'on peut courir après les chats, ai-je terminé. Terrible, vraiment. Nous avons bordé Kristen dans mon lit. Je lui ai trouvé un vieux t-shirt de la fac, avec l'inscription « L'avenir de la psychologie » sur le devant, ce qui bouclait parfaitement la boucle de la nuit, au niveau de l'ironie. Ethan a pris une douche, puis nous nous sommes assis dans ma cuisine avec des sachets de thé bon marché, et des biscuits en promotion. Margaret n'a pas toujours été un monstre, a-t-il commencé sans préambule. Au début, vous savez, au début tout le monde est normal. Ou doué pour faire semblant. J'ai hoché la tête. Je savais. Il m'a raconté son histoire, comment il était tombé amoureux d'une fille aux yeux tristes, et au rire trop fort, qui avait grandi avec une mère alcoolique, et avait juré qu'elle ne serait jamais comme ça. Comment la première année après la naissance de Kristen s'était presque bien passée. Comment, lentement, la bouteille était réapparue dans leur cuisine. Les soirs. Puis pour se détendre. Puis tout le temps. Je faisais des services de 12 heures, a-t-il dit. Je rentrais à la maison et je ne comprenais pas pourquoi ma gamine avait des bleus. Elle disait, je suis tombée. Puis j'ai commencé à remarquer qu'elle sursautait quand sa mère s'approchait. J'ai appelé les services sociaux. Ils sont venus, ont parlé à Margaret. Elle a pleuré, a promis qu'elle allait tout arranger. Vous connaissez le refrain. Je le connaissais. Le discours, je vais changer, est le genre préféré des gens qui ne changent rien. Puis il y a eu une nuit où le voisin a appelé la police, a continué Ethan. Margaret a jeté Kristen par terre. Les services sociaux l'ont placée en famille d'accueil d'urgence. J'ai passé 3 mois au tribunal, pour prouver que je n'étais pas comme elle. Finalement, le juge a déchu Margaret de ses droits, m'a donné la garde exclusive, mais Kristen a arrêté de parler. Elle s'est éteinte. On a commencé une thérapie, j'ai trouvé une clinique à New York qui disait pouvoir aider. J'ai démissionné de mon boulot au Texas, on a chargé la voiture, on a commencé à traverser la moitié du pays, et sur un parking minable. J'ai été distrait par un SMS furieux de mon patron. J'ai détourné les yeux pendant 30 secondes, et quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Il s'est tu. La cuisine semblait très petite. Quelque part dans le salon, Tiger était en train de renverser quelque chose.
Vous avez fait ce que beaucoup de gens ne font jamais, ai-je dit. Vous avez appelé les services sociaux. Vous êtes allé au tribunal. Vous avez sorti votre gamine de là. La plupart des types à votre place continuent de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe chez eux. Dites ça à l'inspecteur, a ricané Ethan. Tout ce qu'il voyait dans mes yeux, c'était un autre père qui se défoulait sur sa gamine. Ils ont été échaudés eux aussi, ai-je dit en haussant les épaules. Sinon, ils ne feraient pas ce métier. On a tous nos cicatrices. J'aurais pu lui parler de Nicole, de la caravane, de Pet. De la façon dont ma grand-mère Claudia m'a emmené à New York, et dont mon premier thérapeute m'a appris que pleurer n'est pas une faiblesse, mais une fonction biologique. Mais la nuit était déjà surchargée par la douleur de quelqu'un d'autre. Et vous, a-t-il demandé. Vous savez manifestement ce que vous faites. Pourquoi n'êtes-vous pas dans un bureau comme celui de Sarah? J'ai essayé, ai-je dit. J'ai travaillé dans une école, dans une clinique. Partout, je passais plus de temps à rédiger des rapports qu'à écouter les enfants. J'ai réalisé que je documentais le traumatisme plus que je n'aidais quiconque à le traverser. Alors je suis allé là où les attentes sont honnêtes. Dans un restaurant, les gens veulent un café, un steak, et que vous n'oubliez pas leur sauce. Personne ne prétend que vous pouvez réparer tout le système. Eh bien, ce soir, vous avez réparé quelque chose de très réel, a-t-il dit. Si vous n'aviez pas été là. Il n'a pas fini. Il n'en avait pas besoin. Nous étions assis à ma minuscule table de cuisine, deux adultes avec des illusions brisées, buvant du thé bon marché dans des tasses dépareillées. L'emploi du temps de mes gardes était épinglé au mur, ma facture d'électricité traînait sur la table, et dans la pièce d'à côté, une enfant de 6 ans qui avait vu beaucoup trop de choses dans sa vie dormait profondément. Et d'une certaine manière. Tout semblait à sa place. Kristen s'est réveillée le lendemain matin collée à nous deux, une main sur moi, une sur son père. Nous sommes allés aux services sociaux comme promis. Sarah a posé une autre douzaine de questions, a rédigé un plan de sécurité, a noté que Kristen était manifestement attachée aux deux adultes, et présentait des signes de traumatisme mais aussi un fort potentiel de rétablissement. Oui, je lisais les rapports par automatisme. Des formations professionnelles. Puis, ma vie habituelle a repris le dessus. Service de nuit, café, gens se disputant pour une addition de $8 comme si leur hypothèque en dépendait. Pendant un moment, toute cette histoire avec Kristen m'a semblé être un rêve étrange. Jusqu'à ce que, exactement une semaine plus tard, en plein coup de feu au dîner, la porte s'ouvre et que je les vois. Il portait une chemise propre, il avait l'air reposé enfin, toujours fatigué autour des yeux, mais sans cet abîme. Elle portait une robe bleu clair avec des tresses soignées, et un bracelet cachant les derniers vieux bleus. Et un sourire. Un vrai. Tu as une réunion de famille en salle, a murmuré Olivia derrière mon épaule. Tu prends cette table? Je marchais déjà. Kristen m'a vu la première. Pendant une seconde, elle m'a fixé comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel, puis elle s'est jetée sur moi, exactement comme elle l'avait fait avec son père cette nuit-là. Mia. Sa voix était plus forte que tout ce que j'avais entendu d'elle à l'hôpital. Tu m'as manqué. Si vous voulez connaître le sentiment le plus bizarre au monde, c'est celui-là, une gamine qui a traversé tout ça et qui vous dit que vous lui avez manqué. Pas à sa thérapeute, ni à un médecin, ni à une travailleuse sociale. À une serveuse dans un resto bon marché. Tu m'as manqué aussi, ma puce, ai-je dit honnêtement, en lui rendant son câlin. Ethan s'est approché un peu plus lentement, prudemment, comme le font les adultes quand ils ont peur d'effrayer quelque chose de fragile. On déménage à New York la semaine prochaine, a-t-il dit. La clinique a accepté de prendre Kristen dans son programme. J'ai déjà trouvé un boulot. Mais avant cela, il a hésité, on voulait passer pour vous dire merci. Notre café est toujours aussi dégueulasse, ai-je dit. C'est donc une démarche audacieuse. Il a souri. Kristen voulait te montrer quelque chose. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite. Elle a sorti une feuille de papier de son sac à dos. Un autre dessin. La même petite fille. Le même cheval. Papa. Et une autre silhouette, debout à côté du cheval. En jean, avec une queue de cheval. Au-dessus de cette silhouette, en lettres d'enfant maladroite, il était écrit « Mia ». Maintenant, le prince a une aide, a dit Kristen sérieusement.
Et la sorcière. Elle s'est arrêtée pour réfléchir. La sorcière a un problème maintenant. J'ai senti ma gorge se serrer. C'est là que je regrette vraiment de ne pas être le genre de thérapeute capable de dire quelque chose de magnifiquement profond. Je sais seulement apporter du café, et parfois rester quand tout le monde s'en va. Ça me semble être un univers équitable, ai-je dit. Ethan a pris une inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter dans de l'eau froide. On pensait, a-t-il commencé. On ne connaît personne à New York. Kristen n'a personne à part moi. Et vous? Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous ne nous devez rien, mais si jamais vous en avez marre de vous disputer pour des steaks. Vous avez le diplôme, vous avez le don, et vous avez une petite fille qui pense que vous êtes sa sauveuse. Il s'est arrêté, comme effrayé par sa propre audace. Et vous me proposez quoi exactement, ai-je demandé. De déménager à New York, de replonger dans le système, et de jouer les fées marraines à temps partiel pour votre princesse? Je vous propose, il a perdu le fil une seconde, je vous propose d'y réfléchir. Et peut-être qu'un jour, vous entrerez dans cette clinique sans porter de plateau, mais avec un badge qui dit « Mia Cole, psychologue pour enfants ». J'ai ricané. Attendez. Cole? Je ne dis pas demain, a-t-il dit rapidement. Ni même jamais. Il a écarté les mains, impuissant. Parfois, on trouve quelqu'un dans une allée. Parfois dans un commissariat. Parfois derrière un comptoir comme celui-ci. Je n'avais pas de réponse toute prête. Ni en tant que thérapeute, ni en tant que serveuse, ni en tant que personne qui compte encore les pas jusqu'à la sortie. J'ai juste pris le crayon de sa main, et sous le dessin de Kristen, j'ai écrit « On se voit à New York ». Kristen a étudié les mots avec soin. « Tu vas venir ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé Ethan, je l'ai regardé elle, j'ai regardé mon comptoir, et la file de tickets suspendue devant la cuisine. Je te promets une chose, je ne passerai plus jamais mon chemin quand il s'agira de ton histoire. Pour le reste? On verra. Elle a hoché la tête, satisfaite. Comme si c'était le meilleur contrat qu'elle ait jamais signé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous attendez toujours une morale, la voici, parfois, le système est une entité abstraite, les services sociaux, les tribunaux, les inspecteurs et les cliniques. Parfois, le système, c'est une serveuse qui ne passe pas son chemin devant une gamine dans une allée à 3 heures du matin. Un inspecteur qui regarde vraiment un dessin au crayon de couleur. Une travailleuse sociale qui n'envoie pas un enfant en famille d'accueil par pur automatisme. Un père qui refuse de prétendre qu'il ne voit pas les bleus. Chacun de nous est un minuscule engrenage dans cette étrange machine qu'on appelle la vie. Et parfois, vous êtes l'engrenage qui empêche quelqu'un d'autre de finir par se briser. Maintenant, à votre tour. Que feriez-vous si vous trouviez un enfant seul dans une allée en pleine nuit, couvert de bleu et ne disant pas un mot? Dites-le moi dans les commentaires. Et oui, si jamais vous croisez une serveuse nommée Mia à New York, n'oubliez pas de lui laisser un bon pourboire.